point numéro 5, communication des comptes de la CEMAVAT 2019, de l'année 2019. Donc, vous avez vu les comptes. Dans l'année 2019, a vu le chiffre d'affaires global de la société de la CEMAVAT donc diminuer légèrement. Cette variation peu conséquente est principalement liée au tassement de l'activité, promotion, aménagement classique en fin de mandat municipal. Très peu de projets ont été lancés durant cette période par les communes. La CEMAVAT affiche donc cette année 2019 un déficit de 42 000 € et cette perte résulte principalement du réinvestissement de la CEMAVAT dans les équipements, les animations et le personnel du village de vacances après plusieurs années sans dépenses, dont l'unité d'hébergement a vu son déficit se maintenir, et ce malgré la hausse assez importante de son chiffre d'affaires qui est pour 2019 de 14% environ. Les bénéfices de la partie d'aménagement n'ont pas permis de couvrir intégralement le déficit structurel du village de vacances, et ce dernier a subi une fois de plus des soubresauts sociaux avec licenciement de 2 salariés pour pratiques graves. Un audit organisationnel et comptable en a suivi et un plan d'action global visant à corriger les failles existantes a été mis en œuvre. Il devrait commencer à porter ses fruits fin 2020. Les sociétés d'économie mixte, ce sont des sociétés de droit privé et ont pour objectif de mener principalement pour le compte de leurs actionnaires des missions d'intérêt général. De ce fait, ils n'ont pas vocation à réaliser des bénéfices, mais à équilibrer leurs comptes. Voilà ce que je peux dire. Moi, donc le déficit de 2019 n'est donc nullement significatif et couvert par les fonds propres de cette société. Est-ce que vous avez des questions? Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre immédiatement, je vous, bien sûr, répondrai par écrit. Monsieur Davido. Oui, une observation. Donc l'année n'est pas excellente, mais elle n'est pas du tout catastrophique. De 2019. Oui, on est sur 2019. Je constate même que les réserves ont augmenté de 50 000 € quasiment. Donc on arrive à un total de réserve de 2 255 000 €. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trésor de guerre? Monsieur Davido, vous pouvez savoir aussi bien que moi. Ce trésor de guerre, comme vous dites, de la CEMAVAT ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est des fonds propres, donc c'est important. C'est des fonds propres, c'est le trésor de guerre. D'accord. Et il ne date pas de l'année 2019. Hein? Monsieur Maïssa. Pour l'année 2019, l'exercice est en baisse de 10,87%. La part consacrée à l'aménagement est en baisse de 43,59% par rapport à l'exercice 2018 et la partie hébergement est en hausse de 12,84%. La part consacrée à l'hébergement en 2019 est plus importante que la part aménagement, ce qui peut surprendre vu l'organisation constante sur notre ville, mais qui a malheureusement pas ce commentaire. J'avais espéré lors de l'achat des parts de la CCNVT que la ville s'appuierait davantage sur la CEMAVAT pour les aménagements. En voir le résultat, il faut croire que non. La hausse de la partie hébergement prouve le réel potentiel de Calasan. Qu'en est-il des promesses de projet 2018 sur cette structure municipale? J'en réfère au conseil du 13 juin 2018 où M. le maire disait « La vente n'a pas eu lieu car un recours déposé par l'opposition a découragé les acquéreurs. Une nouvelle procédure pour signaler de nouveaux acquéreurs potentiels aurait pu être lancée, mais le maire pense qu'il aurait fait l'objet d'autres recours politiciens avec le risque de décourager les futurs acquéreurs. La municipalité ne voulait pas perdre de temps car il était urgent à agir. Entre-temps, la situation a évolué. La situation financière de la commune évolue favorablement ces derniers mois grâce aux efforts de tous. Le désendettement a été enclenché, la vente du Calasan n'est plus aujourd'hui le seul moyen d'investir dans des projets profitables à tous les maisons. La CEMAVAT, gestionnaire du site jusqu'en 2022, et donc la gestion a désiré jusqu'à là, a aujourd'hui un nouveau directeur de la SED. S'est engagé à réaliser des investissements conséquents au Calasan. Un nouveau directeur a également été recruté pour les villages de vacances, ce qui doit permettre une approche plus professionnelle et un développement de l'activité. Enfin, par l'intermédiaire de M. Baïza, des pistes de diversification sont apparues en harmonie avec des projets de territoire portés par l'aglo, orientés vers le sport de haut niveau. La décision suivante doit être prise, interrompre le processus de vente. Le contrat d'affirmage sera donc à son terme jusqu'à 2022. Et la CEMAVAT s'engagera à la rénovation du site dès l'automne 2018.
avec un double objectif prioritaire: disposer à minima d'une vingtaine de lits au nombre de confort actuel, isolation phonique, sanitaire, ameublement, literie, décoration, et engager la construction d'une salle de bien-être et remise en forme, spa, musculation, fitness. Un projet doit être présenté par la CEMABAT au plus tard à la rentrée de septembre 2018 et un avenant à la DSP sera formalisé. La nouvelle direction sera amenée à travailler avec des opérateurs spécialisés dans le monde du sport pour faire du village de vacances un centre d'hébergement majeur pour les sportifs de haut niveau. Ce centre s'inscrira pleinement dans le projet de territoire porté par cette agropole méditerranéen. Et à ce sujet, une réunion a eu lieu début juin à l'aglo pour parler de la base arrière des Jeux Olympiques 2024. Et pour l'automne 2018, des propositions ambitieuses devraient être présentées quant aux nouvelles orientations touristiques du village de vacances, quelle clientèle, quel type de séjour, quelle stratégie. Alors qu'en est-il de ce projet de l'automne 2018 que vous deviez nous présenter, monsieur le maire? Il n'a jamais été présenté. Et pire, hein, le 12 novembre 2019, en commission des sports de cette agropole, j'ai appris que le Thalassa ne faisait plus partie des structures d'accueil de Paris 2024. Annexe. Alors je me suis insurgé de la non-retenue du Thalassa et comme par hasard, le lendemain, une réunion à la Sauvette a été organisée. Et avec Magali Ferrier, vice-présidente de cette agropole en charge du sport, vous êtes rendu au village de vacances dans le cadre de base arrière des Jeux 2024. J'appellerai cela une visite préélectorale car rien n'a bougé. Surtout que j'avais organisé une réunion entre l'agro, la CEMABAT, votre directeur de cabinet et l'ancien président de la Fédération française de judo, Jean-Luc Rougier, qui faisait partie également du comité olympique, qui fait toujours partie du comité olympique. Jean-Luc Rougier nous a dit le plus grand bien du Thalassa. Je suis monté à Paris par mes propres moyens pour rencontrer des délégations lors du tournoi de Paris avec des possibilités de venir s'entraîner sur Metz. Alors que nous avons voté une subvention en conseil communautaire de 180 000 € pour aider le projet de village de vacances de Lazaret à 7, qu'il est retenu dans la structure d'accueil des Jeux préparatoires des JO, on aurait pu défendre le Thalassa en tant que vice-président de cette agropole à l'époque, hein, mais non, il est quand même d'abord dommage d'avoir détourné une subvention du Thalassa pour d'autres projets, ce qui est regrettable pour l'avenir de cette structure municipale. Bien. Donc oui, en deux mots, il est vrai que j'ai dit que nous présenterons un projet de rénovation du village club Thalassa, puisqu'on avait décidé, nous avions décidé de ne plus le vendre. C'était bien entendu, on a dit qu'on gardait le Thalassa pour la ville de Metz. Il faut faire un projet. Ce projet, c'est un projet ambitieux. C'était fin 2018, début 2019. Le projet n'a pas eu, enfin, les ébauches du projet ne sont jamais arrivées à terme. On n'a jamais rien pu présenter, puisque la DSP se termine, comme vous dites, en 22, juin au septembre 2022. Et la CEMABAT ne peut pas modifier sa DSP pour engager des travaux d'un niveau de 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec faire un audit pour savoir comment on peut procéder pour rénover ce Thalassa. Voilà. Aujourd'hui, la question se pose, comment faire pour financer 2 millions d'euros pour rénover le Thalassa. Et comme vous dites bien, c'est vrai qu'il y a une commission pour les Jeux à la base arrière des JO, qui ont été retenus pour les équipements sportifs. Donc Metz a été retenu pour les équipements sportifs, mais pour l'hébergement, dès qu'ils sont arrivés au Thalassa, ils ont été rejetés immédiatement puisqu'ils ne rentrent pas dans la catégorie pour pouvoir loger des sportifs de haut niveau. Voilà. Donc c'est vrai que M. Rouget vient faire des séminaires, mais pas avec des grands judokas. Je vois mal, je sais comment il s'appelle, le champion du monde de judo, venir dormir au Thalassa. Thierry Riner, c'est ça. Thierry Riner. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été rejeté immédiatement. Bien sûr, on ne s'en est pas vanté, puisque, bien sûr, c'est un établissement municipal, géré par la CEMABAT, certes, mais qui n'est pas à la hauteur de l'hébergement, des hébergements espérés pour les bases arrières des JO. Voilà, voilà, c'est malheureux. Et ça confirme bien ce qu'on avait dit, ensemble d'ailleurs, les années précédentes, que la CEMABAT nécessitait une rénovation lourde. Voilà, voilà, c'est tout. Et je regrette qu'on ne puisse pas faire des travaux et qu'aujourd'hui on ne puisse pas investir dans le CEMABAT au niveau
Oui, monsieur le Président. Oui, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai eu affaire à Jean-Claude Sonon, qui était le directeur technique de l'équipe de France du judo, et qui me disait, c'est sûr que quand on avait reçu Jean-Luc Rouget au Thalassa avec Lago et votre chef de cabinet, monsieur Rouget, bien sûr, nous avait dit qu'on n'aurait pas l'équipe de France ou l'équipe du Japon. Par contre, il y a des équipes comme, je vais prendre un exemple, la Géorgie ou d'autres équipes qui pouvaient venir s'entraîner à l'aise. Après, derrière, il faut avoir quand même une volonté politique. Excusez-moi, mais le président Comène se débrouille très bien puisqu'il arrive à financer, à mettre 180 000 € sur le Lazaret. Et lui, par contre, il va les recevoir, alors que nous, le Lazaret, excusez-moi, mais à un moment donné, c'était un peu comme ça. Et puis, je vais vous rappeler quand même, je vais vous rafraîchir la mémoire sur certaines choses. Quand on a demandé des subventions pour faire les travaux au Thalassa, il y avait quand même des priorités qui étaient l'hébergement. Alors je vais vous dire quand même que quand vous avez fait la promenade sur Vassiliou, ou quand vous avez fait les deux bordures qu'il y a entre le tennis et le Thalassa, ou entre le Thalassa et l'immeuble qu'il y a sur la place des Tonneliers, tout ça, ça a été financé par les crédits des subventions du Thalassa, exactement comme le poste de secours, exactement comme les WC. Alors, et vous le savez, si, monsieur le maire, si vous voulez, je vous sortirai les factures. Vous auriez pu, d'ailleurs, je vais vous faire une remarque, quand vous avez vendu le Thalassa, vous vendiez 18 000 m², alors que la totalité de la surface du Thalassa représente 23 000 m². Eh bien, vous récupérez 5 000 m² et vous avez aménagé. Ça appartient à la ville. Ça appartient à la ville, mais vous avez aménagé cette partie-là avec des fonds, des subventions qui devaient servir. Vous avez dit, c'est sûr que ça faisait partie des abords, mais c'est des abords que vous avez récupérés. Et ce qui est quand même dommage, au lieu de mettre des fonds sur une allée, financés par des fonds qui devaient servir au Thalassa, qu'on ne les ait pas mis sur de l'hébergement, et on n'en serait peut-être pas là actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors vous allez me raconter ce que vous voulez, c'est sûr que cet argent a été mis sur le Thalassa, mais il a été mis sur les abords, qui ensuite, dans la vente, étaient récupérés par la ville de Metz. Et ça, je vous ramènerai, quand vous voulez, la preuve, j'ai tous les papiers là-dessus, que ce soit le WC, que ce soit l'Algeco du poste de secours, tout ça, ça a été payé dans les crédits du Thalassa. Je trouve que c'est pas normal. Voilà. Bon, ok, entendu. Madame. Oui, moi j'ai autre chose. Là, vous êtes en train de nous faire croire que vous avez décidé de ne pas vendre le Thalassa. C'est ça que vous venez de dire. Que vous ne vouliez pas vendre le Thalassa. Non, j'ai dit qu'on ne vendait plus le Thalassa. Vous ne vendez plus le Thalassa, mais vous rigolez. Vous avez mis en vente le Thalassa a été vendu. La vente a été cassée parce qu'il y a eu un recours de l'opposition. Le Thalassa a été vendu. Ne regardez pas le TGS. J'étais élu à l'époque. Le conseil municipal avait voté pour la vente du Thalassa. Vous voulez ou pas? Non, je rigole pas. Après, on n'a pas vendu. Vous deviez vendre le Thalassa. La vente a été cassée. Mais peut-être que M. Dalvigo va peut-être pouvoir vous expliquer sur d'autres termes plus techniques que les miens. Alors. La vente n'a pas été cassée. On n'a pas vendu le Thalassa. La délibération de vente du Thalassa a été votée. Pour vendre le Thalassa. La délibération de vente du Thalassa a été votée, vous autorisez à signer l'acte de vente. Simplement, l'acquéreur s'est retiré, mais la délibération de vente a été votée par ce conseil. Donc, vous avez vendu le Thalassa. Simplement, l'acquéreur s'est retiré. J'ai le courrier de l'acquéreur. J'ai le courrier de l'acquéreur qui dit que, comme les conditions n'ont pas été respectées, il se retire. Donc, ne dites pas, nous avons décidé de ne pas vendre le Thalassa, vous l'avez vendu le Thalassa. C'est l'acquéreur qui s'est retiré. Et bien alors, c'est pas grâce à vous, alors qu'on n'a pas vendu le Thalassa, je croyais que c'est grâce à vous. Alors, moi, j'ai dit rien. J'ai jamais dit que c'était grâce à nous. On n'était pas dans l'opposition, M. Fricot, à l'époque. Je vous rappelle. J'ai jamais dit ça. Moi, personnellement, ça me semble bien. Un petit peu, mais de toute façon, c'est pas l'ordre du jour au Thalassa pour le moment. Écoutez, ça fait partie de la Sémavate. Oui, on est sur le rapport Sémavate. Bien. Après.
Madame Henry. J'avais juste une question, et j'aurais pu la poser aussi en tant que conseiller d'administration de la CEMABAT. Dans les annexes dont vient de parler M. Baïda, il me semble que la dénomination de la paillote fait partie du Thalassa. Je voudrais savoir qui encaisse ces loyers, la ville de Metz ou le Thalassa, ou la CEMABAT, mais je poserai peut-être la question en conseil d'administration de la CEMABAT. Si un conseil d'administration pour la paillote qui est à bord de la plage. Oui, parce qu'en fait, ce bout-là appartient donc au Thalassa. Non, elle appartient au domaine public, privé de la commune. D'accord. Hein? D'ailleurs, il y aura une délibération pour ça. D'accord. Pardon, monsieur Baïda? C'est une sous-location. C'est une sous-location? La partie, c'est la propriété du Thalassa. Je demanderai au conseil d'administration. Je comprends, les impôts fonciers, en tous les cas, c'est la ville qui les paye. Donc ça appartient à la ville. Oui, les impôts fonciers, c'est normal, c'est comme nous, au port, on reçoit les impôts fonciers qu'on rétrocède à la ville et qui les rétrocède par ce fait aux contribuables. Mais en effet, comme le Thalassa appartient à la ville, là on est d'accord, mais quand sur la DSP signée avec la CEMABAT, cette partie-là fait également partie de la DSP, donc de ce fait la location obtenue la baraque là de la paillote, c'est devant les tennis, Oui, je sais. Et les tennis aussi appartiennent à la Thalassa? Non, mais renseignez-vous, mais je pense que vous êtes sur la DSP du Thalassa. On se renseignera, on vous le dira. À mon avis, non, mais bon. Hein. Là, je ne peux pas affirmer comme ça, je n'ai pas les plans, je ne peux pas jamais. Mais non, déjà, je me dis non, c'est non. Non, mais on redemandera ici, on mettra sur DGS. Bien. C'était pour prendre donc acte. Le rapport numéro 6, rapport d'activité du compte administratif de la SAM. Là aussi, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si je ne peux pas vous répondre, je vous poserai une question, comme sur le Thalassa, et on vous répondra par écrit. Monsieur Bessin? Oui. De toute façon, c'est une intervention, d'ailleurs, vous pouvez le dire demain, que je vais faire parce que je regarde les zones d'activité économique et les concessions d'aménagement multisites des ZAE signées en 2007 entre cet agropole et la SPL Bassin de Tours. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la société publique locale du Bassin de Tours. A donné lieu à un 5e avenant, bon, je ne vais pas reprendre. Alors, si la CEMABAT n'a rien, il faut reconnaître que le président de cet agropole se débrouille plutôt bien en défendant sa société publique locale de Bassin de Tours ou encore la Seine Élite. Alors la zone Langaronne a été cédée à l'euro symbolique à la SPL pour commercialiser les terrains de Metz. Pour la gestion. Oui. Une zone financée par la CCNBT pour un montant de 1,4 million d'euros. Et j'ai été le seul des 50 conseillers communautaires à m'opposer à cette vente. Ce bien que les contribuables du Nord-Bassin de Tours ont financier a été donné à commercialiser à une agence immobilière de Castelnau-le-Lez. Au final, les artisans et commerçants qui désirent acheter une parcelle sur la zone en Garonne payeront 12% de frais d'agence supplémentaires. Et la collectivité, qui aurait pu encaisser 200 000 euros des ventes, voilà encore des anomalies qui coûtent cher aux contribuables. Alors, monsieur le maire, voilà, je voulais quand même vous faire remarquer ça. Dernièrement, je vous l'ai dit, bon, en conseil communautaire, j'ai refusé de voter parce que je trouvais déjà que pour un euro symbolique, on le donnait à l'ESPL Bassin de Tours qui avait la gestion de toutes les zones d'activité. Mais cette zone de la Garonne, quand même, qui a coûté au contribuable du Nord-Bassin de Tours, on l'a donné à l'ESPL Bassin de Tours qui maintenant la donne à une agence immobilière de Castelnau-le-Lez. Pour la gestion, monsieur. Oui, mais non, mais attendez, vous allez quand même sur Internet, vous tapez ZAE en Garonne, vous vous retrouvez à une agence immobilière maintenant qui vend le terrain de la ZAE. Et je trouve quand même déplorable qu'un artisan commerçant qui veut s'installer soit obligé maintenant de payer 12% de frais d'agence
alors que les terrains se vendaient entre 60 et 85 euros du mètre, maintenant ils vont se vendre à plus de 100 euros le mètre. Je trouve ça quand même scandaleux, surtout que c'est des terrains qui ont été payés. Vous avez la nouvelle grille de vente des terrains? Mais oui, vous allez sur Internet, vous n'avez pas besoin de voir les grilles. Vous allez sur Internet, vous tapez, et vous allez avoir le tarif, vous allez voir, les terrains, ils sont à plus de 100 euros le mètre. Je propose d'en parler demain. Ah, mais je vais en parler demain, tranquillement, je viens, mais ça me choque. Ça me dit, c'est ça. Il y aura certainement une réponse qui sera apportée. Et je ne peux pas l'apporter là. Non, je vous le dis. Voilà. Oui, moi j'aimerais que vous le regardiez bien avant demain, parce que comme vous êtes quand même élu sur Metz et que vous avez des élus au sein de l'agglo, il serait bon peut-être de mettre le veto là-dessus pour récupérer et que pour les gens qui s'installent dans la zone, ils payent moins. Oui, ils ont été votés, mais on a bien vu tout à l'heure que et une autre remarque, monsieur le maire, parce que j'aime bien des fois on me fait passer pour celui qui est contre tout, qui est. Mais non. Non, mais ne vous montrez pas, je vais vous faire une petite remarque. Quand on avait parlé du PLH, j'avais annoncé 7000 de logements sur l'agglo, soit 16 000 et quelques habitants supplémentaires d'ici 2024. Vous-même et monsieur le président de l'agglo m'avez rétorqué que c'était un mensonge, qu'il y a des informations. Alors, le 7 novembre, en commission d'urbanisme, je vous la laisserai si vous voulez, contribuer à l'effort de production pour les 6 ans à venir. 1200 logements par an, soit 40% de logements sociaux et 10% d'accession sociale qui s'inscrit dans la durée. Voilà, donc finalement, on va traiter de menteur, mais je vois qu'il va se faire 1200 logements par an pendant 6 ans autour du bassin, sur la Dour. Ah, pas à Metz, hein. Non, je ne parle pas de Metz, non, mais ce qui représente 7200 logements. Et je suis quand même vu, on a fait le PDU en termes de déplacement urbain, quand je vois le retard que l'on a et quand je vois les difficultés qu'il y a sur les routes pour aller aussi bien à 7 qu'à Montpellier, on y travaille. Je me pose, non, mais on y travaille, mais le problème c'est qu'on est en train de mettre la chaleur à Valibeu. Et puis ce qui me surprend, c'est que tous les ostréiculteurs qui avant décomposaient le terrain sur la commune, n'importe quoi, il y avait une levée de bouclier, et maintenant on n'entend plus rien. Alors je suis un peu surpris de voir ce. Ou alors la base n'est pas au courant et les grands chefs ne disent plus rien, je ne sais rien, mais je suis quand même surpris. Parce que quand même 7200 logements autour du bassin de Tours, ça fait quand même beaucoup, et à 2,2 ce qu'on veut dire, c'est qu'on est en retard, oui, pour les constructions et pour les réglages des habitants. Mais on est en retard. C'est un schéma de cohérence territoriale qui est. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même se dire que c'est impossible. Vous savez, si vous êtes vous voulez être en règle, vous êtes obligé de faire 1000 logements sociaux pour être en règle. C'est une aberration. C'est une aberration et on y travaille là-dessus. Il y a le vice-président qui est chargé du logement. Il y a eu une réunion avec la préfecture il y a une dizaine de jours. C'est vrai qu'on a un souci. Vous avez raison. Mais là, on va essayer d'y travailler, de voir comment on peut faire. Oui, il y a une demande d'un côté de logement, et puis on ne peut pas trop en faire non plus, mais malgré tout, il faut faire des logements sociaux. C'est pas en faisant la girandière que vous en sortirez. Bon, Madame la conseillère. Madame, oui, non, moi ça m'interpelle en fait tous ces logements. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs élus ici qui sont conchiculteurs. Le bassin de Thau, c'est 550 entreprises, ce milieu est fragile et je sais que vous êtes aujourd'hui dans la majorité de cette agropole, mais je pense que quand même il y a des vraies questions au sein de la majorité qu'il faut se poser et d'être contre un projet ou de ne pas ou donner son avis pour le modifier ou le changer, c'est ça votre rôle. Et j'attends de vous ça en tant qu'élu et premier magistrat de la ville de Metz. Premièrement. Deuxièmement également, vous le savez très bien que je vais courir puisque tous m'ont vu sur Facebook. Je vois de plus en plus nos campagnes se dégrader. Pourquoi? Parce que nous avons de la cabanisation qui arrive. Alors, moi, j'ai dénoncé au préfet cette cabanisation. Je vois également qu'il y a des gardes champêtres les heures vont être enlevées et n'ont pas les moyens de faire leur travail. Et donc, je vais vous demander, par le biais de ce conseil municipal, de mettre tout en œuvre pour faire stopper cette cabanisation de ces gens qui s'installent n'importe où,
qui n'ont pas de fosses septiques, qui n'ont pas d'éléments nécessaires pour la récupération des graisses de leurs voitures, puisqu'ils en font également le commerce de garage. C'est à la vue de tous, vous le voyez, vous ne pouvez pas ne pas le voir, et j'attends de vous que vous fassiez jouer votre rôle de police de Metz, et que enfin vous nous débarrassiez de ces nuisibles, parce que pour moi c'est un nuisible, et c'est encore plus un nuisible pour les camps de Thau et pour la profession. Je vous rappelle que c'est 5000 emplois sur le bassin de Thau et qu'il faut les préserver. Voilà, donc je compte sur vous, monsieur le maire, pour que vous agissiez en ce sens. Madame Humbert, on fait en sorte de faire le maximum pour éviter la cabanisation, sur Metz comme sur tout le territoire. Vous me parlez de Metz, je vais parler de Metz. Je vous invite à venir dans mon bureau et de voir les dossiers préparés par les gardes champêtres ou la police municipale avec les constats des différentes cabanisations sur notre territoire. Ces dossiers-là sont montés donc par les gardes champêtres ou par la police municipale et sont envoyés au procureur. Le procureur ne traite pas, malheureusement, tous les dossiers. Chez nous, c'est peu. Sur l'Hérault, où nous avons eu une réunion, pas jeudi dernier, mais jeudi d'avant, avec le préfet et l'ensemble des services de l'État, donc la DTEM, le préfet a dit qu'il y avait sur l'Hérault 600 dossiers annuels sur la cabanisation. Sur les 600 dossiers de cabanisation, 100 sont traités par la justice. On n'a aucun pouvoir sur la justice, ni le maire, ni le président de l'ADO, ni le président du département, ni le préfet d'ailleurs. Voilà, donc écoutez, on ne peut pas faire au plus. Malheureusement. Mais il est vrai qu'il y a de plus en plus de canalisation, et je ne parle pas de Montbazin et de Gijard. Surtout de Poussant. Pardon, Poussant, c'est pas le Poussant. Mais comme vous êtes conseillère départementale, Madame Humbert, vous devez être au courant de tous ces sujets-là. Et vous savez très bien que ni vous, ni moi, ni votre président, ni le président de l'AGLO ne peut intervenir, sauf de le dire. Oui, et ça on le dit. Et je le dis, pourquoi? Voilà. Parce que je ne veux pas que Metz devienne Poussant. Mais... Vous savez très bien ce que le maire de Poussant m'a laissé faire jusqu'à maintenant. Je ne sais pas s'il a laissé faire. Je ne sais pas, il s'est toujours bagarré, en tout cas depuis que je le connais, lorsqu'on a été à la communauté de communes, c'est toujours bagarré pour éviter ces... Vous savez comment c'est, on en a un, on en a deux, puis on en a 100. C'est vrai. On va éviter. Mais oui, là, vous allez arriver à éviter ce genre de... Mais on s'y efforce. Voilà. On s'y efforce. On s'y efforce. Vous savez qu'on s'y efforce en refusant de mettre l'électricité. Oui. C'est moi qu'on met la peine. Alors que je n'ai pas le droit. Vous le savez ça? Oui, je le sais. Voilà. Donc voilà, vous savez tout, je ne peux rien vous dire. Alors voilà. Allez, c'est bon, je vous remercie de cette intervention. Monsieur le maire, deux secondes. Oui, on va pas rester. Non, mais 2 secondes au sujet. Et ça n'a rien à voir avec le rapport d'activité. Si, c'est dans le rapport d'activité. Les interventions des gardes champêtres elles sont notées. D'ailleurs, Metz, c'est la ville où il y a le plus d'infractions. C'est marqué dans les rapports. C'est là où il y a le plus de contrôle, en tous les cas. C'est là où on les fait intervenir et M. Rodriguez les fait intervenir. C'est là où il y a le plus d'infractions. Peut-être que les autres ne le font pas. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que les gardes champêtres ne pourraient plus faire la cabanisation. Est-ce vrai? Ils veulent éviter, mais on les oblige à le faire. Ouais, bon. Mais là aussi, on va regarder comment on va faire. Vous savez, d'ailleurs, avec Daniel Rodriguez, on a été d'accord là-dessus. On savait bien que le jour où la ville a perdu ses gardes champêtres, qu'on les a passés déjà, on les mutualisés avec la CCNVT, on savait automatiquement qu'on allait perdre. Et là, avec la GO, c'est pire. Moi, ce que je constate, c'est que ces gardes champêtres, ils sont beaucoup sur la Gardiole, et malheureusement, ils ne sont pas sur le territoire. Ils sont sur le territoire. Voilà, ils sont beaucoup à la Gardiole. Et ils ne veulent plus, de moins en moins, ils veulent éviter la cabanisation. Et la police, après, la cabanisation, bon, certes, il y a des gens qui s'installent, puis il faut reconnaître aussi qu'il y a des personnes à petits revenus, et la conjoncture fait que ces gens-là, c'est plus moins onéreux pour eux. C'est bon. Excusez-moi, monsieur. Mais c'est un sujet important.
Mais ouais, vous laissez-moi pas finir ou... Mais oui, mais on va pas. Peut-être qu'on est souper à 8 heures, mais on est là. Sinon, on commence à 5 heures si vous voulez pas. Ah, mais non, mais moi je voulais commencer à 5 heures. C'est vous qui m'avez fait une remarque une fois. Comme quoi, vous demain, conseil communautaire, ça finit à 10 heures, vous ne direz pas, mais on resterait là jusqu'à 10 heures. C'est comme ça, monsieur le maire. Oui, mais non, mais bon, je veux bien, la canalisation, on y a parlé, c'est pas le sujet du jour. Excusez-moi, mais ça fait partie du rapport. Je passe au point numéro 7. J'avais une question, moi, excusez-moi, monsieur le maire. Monsieur le maire, Oui, moi aussi j'ai une question. j'ai une intervention sur le rapport de cette agglomération. Et moi aussi. Ah, je sais pas. Oui, excusez-moi. Donc, c'est tout à fait, les gars champêtres, c'est page 29 du rapport. Donc, je vous invite à le regarder, page 29 du rapport. Vous avez les interventions par commune et le nombre total. C'est ce que vient de dire monsieur Michael. Oui, mais là, c'est chiffré. Donc, en matière de volonté politique, vous jugerez vous-même. Sur le rapport de cette agglomération et les comptes administratifs, le rapport est très instructif, mais il est incomplet et inexact. Alors, il est très instructif, notamment page 29, parce que page 29, c'est sur le développement économique, donc je ne sais pas si vous l'avez, tout ce rapport. Non, je vais pas sous les yeux. Moi, je vais vous le lire. Donc, page 29, je lis dans les projets de cette agglomération au titre de 2019. Le projet d'aménagement du site du Cesquier à Metz. L'année a été marquée par la restitution des études environnementales, inventaire naturaliste, en complément de l'état initial du site, première phase d'une étude d'impact. Donc, monsieur le maire, comment je peux vous croire quand au dernier conseil, vous dites que vous n'avez pas d'études? Expliquez-moi. Mais je ne l'ai pas. Monsieur Navigo, je ne l'ai pas. Si je vous dis que je ne l'ai pas, c'est que je ne l'ai pas. Alors, pourquoi l'aglo écrit dans son rapport? Mais il y a peut-être le rapport, mais c'est eux qui l'ont, pas le maire de Metz. Donc, ça veut dire que l'aglo, dont vous êtes premier vice-président à cette époque, ne vous présentez pas le rapport qu'elle a fait. Alors, attendez. Ensuite, je vous ai dit que je ne l'avais pas sur le bureau. Oui. Lorsque vous m'avez parlé du rapport, j'ai dit que je ne me souvenais pas, c'est vrai, je me souviens. Et après, j'ai dit que je pensais que c'était une fleur, et en fin de compte, on m'a dit après que c'était un papillon qui s'appelle la diane ou le diane. moi je crois ce que je vois. Je lis. Mais je n'ai pas le rapport sous les yeux, sur mon bureau. D'accord. Alors, comment se fait-il, page 18 et 19 Page 18 et 19, vous avez la répartition ici des dépenses de l'agglomération par commune. Je vous invite à le consulter, c'est très instructif. Sur la ligne charges, études et travaux ZAE, Metz est crédité de 797 000 € d'études. Sur les travaux ZAE, on sait très bien que l'engagement est fini et qu'on va se garer qu'il n'y a pas eu de travaux. Donc il reste des charges et des études. Donc 797 000 €. Je comprends que vous n'allez pas me répondre tout de suite. Mais je serais curieux de savoir ce que l'aglo a enregistré en valeur pour cette somme dans son rapport 2019. Je maintiens donc que c'est au 31/12/2019. C'est la phrase, je ne peux pas répondre. Ah ben, moi ça m'intéresse. Parce que 797 Posez la question à l'aglo. Je pose la question au maire de Metz. Mais posez-la à l'aglo. Je vais la poser. Voilà. Ensuite, instructif ce rapport. Sur différents points, hein, il y a la ZAE, donc on a vu qu'on l'a donné pour un euro symbolique à l'opérateur qui lui-même fait une commercialisation aux frais des acquéreurs. Je disais instructif mais incomplet. Incomplet pourquoi? Parce que dans cette double page financière qui répartit les charges des dépenses de l'aglo par commune, on répartit 90 millions €. Je rappelle que le budget dépenses c'est 180 millions €. Donc ça serait bien qu'il y ait un petit effort de fait pour répartir la totalité par commune. C'est pas très difficile à faire. Donc c'est incomplet, c'est aussi inexact parce que dans les attributions de compensation, la première des lignes de cette double page, l'attribution de compensation pour Metz est notée à 719 000 €. Ça, c'est la valeur de la clette. En fait, elle a été revue par décision du président le 4 décembre 2019, donc ça devrait être précisé dans ce rapport, et à la demande de la ville d'ailleurs, hein, qui a fait un petit peu ce travail, et elle est définitivement de 631 330. Donc ça c'est faux. Il y a différents chiffres qui sont faux encore. Il y en a un très facilement identifiable dans la politique de la ville et l'équilibre social de l'habitat. Ici, vous avez 30 000 qui se baladent.
et un solde total 0 en face. Et ensuite, dans le cumul, quand on le met sur Excel, on s'aperçoit que c'est 30 millions d'histoires. Donc, ce rapport est très utile, il est instructif, mais ça serait bien qu'on fasse un petit peu de travail là-dessus quand même. Au même titre que le rapport assainissement, puisqu'on a présenté un rapport assainissement à l'aglo, et quand je le consulte, je vois que toute la branche nord de Metz, c'est-à-dire tous les travaux qui ont été faits pour partir de la zone industrielle pour arriver directement au lagunage, c'est une des branches importantes de l'assainissement de Metz, elle n'y figure pas sur le schéma. Donc, ça serait bien de faire un effort quand même, au moins en ce qui concerne Metz, je ne vais pas regarder le reste, mais au moins en ce qui concerne Metz, qu'on s'assure que tout soit bien transcrit très correctement. Sur ce qui se passe pour Metz, en fait. On peut constater, si on répartit donc, les 80 millions d'euros, que Metz a une augmentation entre 2018 et 2019 des sommes qui sont attribuées sur son territoire de plus de 2 millions d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, puisqu'on passe de 4,5 millions à 6,5 millions. Quand on regarde d'où ça vient, il y a 3 postes. La collecte et le traitement des déchets ménagers prend 700 000 euros de coût, 783 000 euros. Moi, j'ai l'ai vu dans la rue, qui vaut 783 000 euros entre 2018 et 2019. Sur les études ZAE, j'en ai parlé, 797 000 euros. Et sur l'assainissement, là encore, il y a des travaux, mais quand même, on prend 492 000 euros. Donc en gros, entre 2018 et 2019, on se retrouve avec plus de 2 millions d'euros localisés sur la ville. C'est cumulé après avec les 200 000 du transfert de compétences. Et donc, on se retrouve avec une augmentation très significative des produits qui sont attribués au territoire de la ville. J'aimerais bien avoir des explications sur ces 3 chiffres. Déchets, études ZAE, assainissement. Globalement, si on neutralise tout ça, on s'aperçoit que Metz, sur 180 millions d'euros de dépenses, on lui attribue, enfin, on arrive à identifier sur son territoire 6 546 000 euros. Je vous épargne le pourcentage, ça fait 3,60%. La valeur moyenne répartie donc sur les dépenses de l'aglo, pour 126 206 habitants, ça fait une moyenne de 1 426 euros, mais c'est à 560 euros. Voilà. Donc ce rapport, ça mérite qu'on le travaille par habitant. Ça mérite qu'il soit un peu plus fouillé, et ça mérite en tout cas, en ce qui concerne la ville qui nous intéresse, Metz, de rectifier pas mal d'erreurs. Bien, monsieur Dalligo. Bien, monsieur Dalligo, bon, vous avez fait une bonne étude. Je comprends que vous ayez quand même une rancœur avec l'aglo. Hein. Ça, je peux le comprendre. Moi, vous êtes en opposition avec l'aglo, nous le savons. Sachez que nous... Monsieur le maire, je suis salarié de l'aglo. Ça, je le sais. Donc, j'ai un devoir de réserve. Ça, je le sais. Et sachez que nous travaillons en collaboration bonne et intelligente avec l'aglo. Je pourrais vous dire, monsieur Dalligo, que vous n'avez pas le monopole de l'intérêt de tous les maisons. Mais nous, on y travaille. Ce que nous faisons avec l'aglo et les résultats que nous allons avoir à court et long terme, vous le verrez. Nous nous efforçons à faire du mieux que l'on peut, comme tous les maires du territoire, pour satisfaire notre population. Des travaux ont été engagés, ils ne sont peut-être pas sur le rapport de 2019, mais vous le savez très bien, on fait des travaux sur l'écosite qui étaient à défectitude totale, donc c'est près de 3 millions d'euros qui sont investis. On va engager la création d'une piscine, on va, vous l'avez dit, on refait des réseaux d'assainissement, même si c'est souterrain, ça se voit et c'est chiffré. Donc on fait des travaux, on verra au rapport de 2020 si c'est indiqué ou pas. Il est vrai qu'en 2019, c'était au début, et donc c'est vrai, on peut critiquer aussi la GEMAPI qui n'a pas eu de retour pour le moment sur la ville de Metz, sauf minime. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, mais on y travaille. Et sachez qu'on n'est pas volé. La bibliothèque et l'école de musique ont été transférées à l'aglo, la compétence donc de l'aglo. Je ne pense pas que les adhérents s'en fâchent, je ne pense pas. Hein. Nous sommes
Oui, Oui, oui. du tout, là, on n'est pas que critiquable, là, je pense pas que c'est ce que voulait dire M. Dapigo. Il dit qu'on va l'année 2019, une année passée, une année perdue. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne le referez pas. Les crédits alloués sur l'année 2019, ils sont allés à notre commune, point. Encore une fois, on va vous demander de la vigilance sur l'année 2021. Mais comme les crédits du conseil départemental sont allés certainement sur votre commune. Mais bien entendu, mais sur tout le territoire, mais après, arrêtez le conseil départemental. Là, je crois que le débat a été le conseil municipal et vous n'avez pas le monopole de la parole non plus, ni ici ni ailleurs. Donc vous posez une question, vous m'interpellez et par la même occasion, vous me demandez de me taire. Eh bien non, je ne me tais pas et je vais jusqu'au bout de mon raisonnement et je vous dis exactement la même chose. Arrêtez de parler du département ici, c'est la municipalité. Donc moi, en tant que conseillère municipale, oui, en tant que conseillère municipale et comme vous êtes élu aussi à la Rebond, je vous demande de représenter notre commune suffisamment bien pour que nous ayons l'équipe nécessaire à la réalisation des travaux. Et je réitère vous aussi. Question numéro 8. J'avais une question, monsieur Fricot, excusez-moi, monsieur le maire. J'ai une question, mais sinon on va passer à la soirée. Non, mais on a déjà posé une question, donc allez-y. Dans le rapport d'activité, puisque vous avez parlé de la piscine, moi je l'ai lu le rapport d'activité, alors on n'a pas dû lire la même chose parce qu'il y a juste une phrase concernant la piscine, à la page 45. Mais du rapport d'activité 2019 Du rapport d'activité 2019, oui. En cours ou en projet, donc piscine de Gijon, palais des sports et piscine de Metz. C'est tout ce que nous avons. Déjà pas mal. À un titre, vous vous contentez d'un titre. À ce sujet, monsieur le maire, à l'occasion du conseil du 5 novembre 2020 s'agissant de l'implantation de la piscine, je vous pose la question à savoir si vous avez fait machine arrière quant à l'implantation de la piscine en zone naturelle. Vous répondez, je n'ai jamais donné le lieu exact d'implantation de la piscine. Excusez-moi, mais ce jour-là, je pense que vous m'avez menti. J'ai mis une olive sur le plat. Alors, vous ne vous rappelez plus les échanges que nous avions eus tous les deux en conseil municipal le 19 juillet 2019, où je me suis insurgée, faisant partie à l'époque de votre majorité, contre l'implantation de la piscine en zone naturelle. Rappelez-vous, vous m'aviez dit ce jour-là, c'est une friche sans intérêt. C'est vrai. Le 21 juillet, oui, mais de toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est vrai. Hein. C'est pas de dire c'est vrai à chaque fois. Le 21 juillet, sur le site de la ville de Metz, vous publiez « Projet de la piscine est enfin lancé ». C'est encore... Excusez-moi, monsieur Doulard, si vous, quand vous posez des questions, c'est plus bref, mais moi, quand j'expose quelque chose, j'explique. Le 21 juillet, sur le site de la ville de Metz, vous publiez « Le projet de la piscine est enfin lancé ». Le masque, je l'ai, monsieur Baïda. Avec encore... Excusez-moi. Le 21 juillet 2019, sur le site de la ville de Metz, vous publiez « Le projet de la piscine est enfin lancé », avec un plan encore visible sur le site de la ville aujourd'hui. Je vous invite à vous y rendre et vous verrez que l'implantation de la piscine, ce que vous appelez une olive, se trouve derrière le stade en zone naturelle. Dans cet article, il est écrit une parcelle de 0,5 hectares devra être rendue constructible. Le 22 juillet 2019, le Midi Libre diffuse lui aussi un article avec une photo. Je veux bien, mais on était sur la liste. Non, on est sur la piscine. On est sur la piscine. Mais sur la piscine. On est sur la piscine, je suis désolée, la piscine fait pas partie du rapport d'activité. Et j'aime la transparence et la vérité, monsieur Fricot, et je suis désolée, mais reconnaissez que vous avez menti en conseil municipal à la dernière fois. Menti, allez, oui. Oui, j'ai menti. Oui, ben voilà. Merci, monsieur Fricot. Allez, c'est bon.